Chapitre 1. L'odeur de fumée au thé du presbytère. C'était un bel après-midi d'été dans le village de Marlécombe, le genre d'après-midi où même les haies semblaient endormies de bonheur. Les pelouses autour du presbytère s'étendaient vertes et bien entretenues, leurs bordures couvertes d'une mousse de delphinium et de roses trémières. Les abeilles bourdonnaient avec assiduité parmi les rosiers, et un léger rire parcourait le jardin où des chaises pliantes et des petites tables en osier avaient été disposées. L'épouse du vicaire, Madame Helena Carstone, n'avait ménagé aucun effort pour préparer son goûter annuel de charité. Elle s'activait avec une gaieté déterminée, disposant des génoises, des sandwichs aux concombres et des trifles dans des bols en verre taillés brillants. Les villageois entraient et sortaient du chapiteau, assiettes à la main, échangeant des banalités qui pouvaient paraître anodines pour un étranger, mais qui, pour Marlécombe, constituaient la trame même de la vie. Miss Jane Marple était assise dans un coin ombragé, ses aiguilles à tricoter claquant doucement, mais rien ne manquait à ses yeux bleu pâle. Elle avait été invitée, naturellement, en tant qu'amie proche de Madame Carstone, et bien que peu loquace, elle écoutait avec une grande attention. « Eh bien, » dit M. Godfrey Linton, l'avocat retraité du village, s'appuyant lourdement sur sa canne en s'adressant au colonel Arkwright. « On ne peut pas dire que les Carstone font les choses à moitié. Je dirais même qu'il y avait plus de monde cet après-midi que jamais à la fête de l'année dernière. » Le colonel, le visage rougeaud et plein de bonne humeur, ricana. « C'est Helena, vous savez. Infatigable. Je n'arrive pas à imaginer d'où elle sort tout ça. Je pense que ma femme s'effondrerait si elle tentait la moitié de ça. » Miss Marple sourit intérieurement. Elle connaissait Madame Arkwright depuis de nombreuses années, et la remarque du colonel lui parut étrangement inconsciente. Mais elle ne l'interrompit pas. Elle s'occupa à tricoter, le léger froncement de ses sourcils trahissant sa réflexion. C'est à cet instant qu'un étrange courant sous-jacent se fit entendre. Un silence s'abattit au fond du chapiteau, puis un bruissement de murmures. Madame Carstone elle-même passa en hâte, l'expression crispée malgré un sourire espéré. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Madame Price, l'épicière, toujours prête à déceler une odeur de tapage. Elle tendit le cou vers le salon du presbytère, dont les portes-fenêtres étaient légèrement entr'ouvertes. Un léger courant d'air exhalait une odeur étrange, reconnaissable une fois perçue. Miss Marple marqua une pause, reniflant presque imperceptiblement. De la fumée. Mais pas la fumée saine et réconfortante d'un feu de bois, ni l'âcreté d'un accident de cuisine. C'était plus subtil, rance et persistant, comme un tissu qui aurait absorbé le feu il y a longtemps. Quelques instants plus tard, M. Daniel Carstone, le vicaire, sortit de la maison, son habituel visage doux et bienveillant marqué par des rides sombres. Derrière lui, deux jeunes villageois, pâles et agités, chuchotaient précipitamment. Le brouhaha se répandit. Miss Marple posa son tricot. Elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître le son des ragots, lorsqu'il passait du bavardage oiseux à une véritable inquiétude. En moins d'une heure, la fête était terminée. Les gens furent emmenés avec douceur, mais fermeté, mais les murmures s'amplifièrent. Quelque chose d'effroyable. Dans les rideaux du salon, un homme, complètement mort. À l'arrivée de la police de Muchwood, l'histoire avait déjà été déformée de multiples façons. Certains affirmaient avoir vu de la fumée s'échapper de la fenêtre. D'autres affirmaient avoir aperçu une ombre se déplacer à l'intérieur avant que le cri ne retentisse. Tous s'accordaient à dire qu'il était choquant au plus haut point, qu'une telle chose se produise au presbytère, qui plus est. Miss Marple ne se mêla pas au tumulte. Elle se contenta d'observer, avec l'air calme de celle qui remarque plus qu'elle n'avoue. Tandis que l'inspecteur Graves prenait les choses en main, ordonnant aux agents de boucler la maison, elle laissa son tricot reprendre, chaque point étant soigné et précis. Plus tard, alors que la dernière des tables à thé était rangée,
Madame Carston s'autorisa enfin à s'affaler dans un fauteuil à côté de Miss Marple, le visage pâle et tiré. « Ma chère Jane, murmura-t-elle, c'est vraiment affreux. Dans mon propre salon. Les rideaux, ils sentaient à la fumée. Et quand on les a tirés, sa voix vacilla. Miss Marple posa doucement sa main sur son bras. « Allons, allons, ma chère, dit-elle d'un ton apaisant. Il faut laisser ces questions aux autorités compétentes. Cependant, ajouta-t-elle d'un ton si doux qu'on aurait presque dit ça pour elle-même, on ne peut s'empêcher de remarquer ces petites choses étranges, n'est-ce pas? Les rideaux sentent rarement la fumée, à moins d'avoir été près d'un incendie, ou de quelqu'un qui a voulu qu'il le paraisse. Madame Carston frissonna et pressa son mouchoir contre ses lèvres, et les aiguilles de Miss Marple cliquetaient, régulières et sans hâte, comme si elle avait tout son temps. Pourtant, son regard vif et brillant avait déjà commencé à tisser son propre motif. Chapitre 2. Chuchotement dans le village. Le lendemain matin, Marlécombe bourdonnait d'activité. Le thé du presbytère, salué la veille encore comme un triomphe d'organisation et de générosité, était désormais le théâtre d'une sombre histoire qui se répétait de chaumière en chaumière, de boutique en boutique, chaque récit étant agrémenté de nouvelles touches de certitude. Madame Price, derrière le comptoir de l'épicerie, de son mari, déclara avec une grande autorité qu'elle avait elle-même senti de la fumée bien avant cette découverte. « Croyez-moi, il y avait quelque chose qui clochait dans ce salon. Eh bien, je l'ai dit à M. Price en passant devant la porte-fenêtre. » Elle oublia de préciser qu'elle était en réalité plus occupée à inspecter les bagatelles et à se demander si Madame Carston avait utilisé du vrai sherry. À la poste, Mademoiselle Brightwell affirma avoir vu un homme se glisser discrètement par le portail du jardin juste avant le début du tumulte. Il était grand et il portait une mallette sombre, affirma-t-elle à qui voulait l'entendre. Pressée de questions, elle admit qu'il s'agissait peut-être plutôt d'une sacoche, et peut-être pas si grande que ça finalement. À midi, les villageois s'étaient potés mis d'accord. La victime, dont le nom n'avait pas encore été dévoilé, devait être liée à un scandale. Un inconnu à Marlécombe ne pouvait que causer des ennuis. La police, bien sûr, avait appelé à la retenue, mais le silence et les manières brusques de l'inspecteur Graves n'ont fait qu'encourager les spéculations. Miss Marple, qui avait fait sa promenade matinale habituelle en passant devant le cimetière et en descendant vers la pelouse, écouta ces murmures avec une attention discrète. Elle n'en ajouta pas et ne chercha pas à les rectifier. L'expérience lui avait appris que les ragots, aussi insolites soient-ils, recelaient souvent un fond de vérité. L'astuce consistait à discerner quel fragment, parmi tant d'autres, méritait d'être examiné. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle soit saluée par Madame Bunbury, la femme du docteur, qui sortit de son portail avec une certaine agitation. « Ma chère Miss Marple, vous êtes au courant, bien sûr. Terrible, vraiment affreux. La pauvre Helena Carston est hors d'elle, naturellement. Et dire que c'est dans la maison même du vicaire. » Miss Marple inclina gravement la tête. « Oui, en effet, c'est assez perturbant pour elle. » Madame Bunbury baissa la voix, mais pas suffisamment pour empêcher le jardinier de passer. On dit que cet homme n'avait aucun papier sur lui, rien qui permette de l'identifier, comme s'il ne voulait pas être connu. N'est-ce pas sinistre? Les yeux de Miss Marple brillèrent faiblement. Parfois, ma chère, l'absence des choses en dit autant que leur présence. Mais il ne faut pas se précipiter. Madame Bunbury, peu habituée à un tel calme, secoua la tête avec exaspération et s'éloigna précipitamment, désireuse de transmettre les dernières nouvelles à son cercle de bridge. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit visite à Madame Carston. L'épouse du vicaire, bien que pâle et encore sous le choc, l'accueillit avec un soulagement évident. Le vicaire lui-même était enfermé avec l'inspecteur Graves, laissant Helena seule dans son salon. « Oh, Jane, soupira-t-elle, tu n'imagines pas que c'est que d'avoir une telle horreur chez soi. J'ai du mal à entrer dans le salon sans trembler. Et ces horribles rideaux, les agents les ont enlevés, Dieu merci, mais je n'arrive pas à me débarrasser de l'odeur.
Miss Marple lui tapota doucement la main. « Ce sont toujours les petites choses dont on se souvient. Les rideaux, surtout, sont porteurs de souvenirs, et parfois aussi de secrets. » Helena parut surprise, mais Miss Marple s'occupait seulement de son tricot, ses aiguilles claquant avec une régularité rassurante. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Marleycombe et que les lampes commençaient à briller aux fenêtres du cottage, une première certitude apparut. Le mort n'était finalement pas un inconnu. L'agent Prowse, connu pour son bavardage, laissa échapper dans le pub que des papiers avaient finalement été retrouvés, cachés dans la couture d'une poche. Le nom, précisa-t-il avec importance, était Leonard Pike. « Pike !» s'écria maître Godfrey Linton, l'avocat à la retraite. « J'ai connu un type du même nom il y a des années, et qui plus est, n'était pas un homme de bonne réputation. » La salle bourdonnait de spéculations. Une fois la dernière pinte vidée, tout le village était convaincu que Leonard Pike était revenu à Marleycombe pour régler un vieux compte. Seule Miss Marple, assise tranquillement dans son salon impeccable, envisageait la situation différemment. Elle se rappelait, avec la clarté d'une longue habitude, la légère brûlure sur le bord du rideau, le calme singulier de l'air dans le salon et la subtile inquiétude sur le visage de Madame Carston. Ce n'étaient pas les ragots du village, c'étaient les fils d'un motif qui commençait à peine à se révéler. Elle posa son tricot et regarda pensivement le feu. « Leonard Pike » murmura-t-elle doucement. « Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier ?» Chapitre 3. Fils de suspicion. L'inspecteur Graves n'était pas un homme patient. Grand, le visage mince et agressif, le regard toujours plus perçant qu'il ne le laissait paraître. Il était arrivé de Muchwood, déterminé à rétablir l'ordre là où régnait la confusion. Le 3e jour après la découverte, il avait déjà interrogé la moitié du village, consigné de longs témoignages de son écriture nette et anguleuse, et affirmé avec fermeté que des progrès étaient en cours. « C'est la procédure habituelle, » assura-t-il au vicaire avec une courtoisie impeccable. « Nous réglerons les choses bien assez tôt. Inutile pour vous et Madame Carston de vous inquiéter davantage. » Le vicaire, un homme doux et sérieux, hocha la tête distraitement, bien que Miss Marple remarquât le tapotement nerveux de ses doigts sur l'accoudoir de son fauteuil. Sa femme, Helena, s'était réfugiée dans sa chambre avec ce qu'elle appelait un mal de tête insupportable, même si des larmes et une certaine honte pouvaient expliquer son isolement. Le village, bien sûr, ne fut que plus enflammé par le silence officiel. Certains parlèrent de cambrioleurs, d'autres de chantage. Madame Price, d'un ton triomphant, proclama qu'elle avait toujours pensé que les Carston étaient à moitié trop charitables, invitant toutes sortes de personnes chez eux. Miss Marple écoutait, observait et posait les questions les plus insignifiantes. Au fil des ans, elle avait pris l'habitude de savoir non seulement ce que les gens disaient, mais aussi la manière dont ils le disaient. La nature humaine, songeait-elle, ne changeait pas beaucoup entre Marleycombe et Londres, même si, dans un village, les schémas étaient plus faciles à cerner. C'est au cours d'une de ces promenades tranquilles qu'elle découvrit pour la première fois un petit morceau de tissu brûlé, accroché à la haie près du portail du presbytère. Il était à peine visible, sombre et s'effritait sur les bords. Mais Miss Marple se baissa, le souleva délicatement de sa main gantée et le glissa dans son sac à tricot. Les rideaux avaient effectivement senti la fumée, et voilà qu'un fragment se présentait, cassant et roussi, comme arraché à la hâte. Plus tard, lorsqu'elle rendit visite à Madame Banbury, elle entendit un autre détail curieux. « Mon mari était très contrarié », lui confia Madame Banbury en toute confidentialité, car il dit que l'homme, Leonard Pike, avait une marque au poignet, une vieille cicatrice comme une brûlure. Étrange, non? Et pas de montre. La plupart des hommes portent une montre de nos jours, mais pas celle-ci. J'ai dit au docteur Banbury que ça devait bien vouloir dire quelque chose. Miss Marple sourit doucement. Les cicatrices ont souvent une signification, ma chère, mais l'absence de montre peut signifier bien plus. L'inspecteur Graves, quant à lui, avait porté son attention sur un suspect probable. Le jeune Tom Carston, le neveu du vicaire,
récemment rentré de l'étranger. Tom était sombre, agité et possédait un caractère qui ne plaisait pas à l'inspecteur. On murmurait qu'il s'était disputé avec le défunt quelques jours auparavant. L'arrestation n'avait pas encore eu lieu, mais une certaine certitude planait sur le village. Ce soir-là, au pub, les hommes hochaient la tête d'un air entendu. « Un fougueux », disait-il. « Il finira forcément mal. » Pourtant, Miss Marple n'était pas convaincue. Elle avait parlé à Tom elle-même dans le jardin du presbytère, où il donnait des coups de pied dans le gravier, l'air maussade. Il y avait de la colère en lui, certes, mais aussi de la confusion, voire de la peur. Elle reconnut dans son attitude non pas la dureté de la culpabilité, mais la perplexité de quelqu'un pris dans des événements plus grands que lui. Et puis, avec ce profond instinct aiguisé par des années d'observation, elle savait que les petites choses n'étaient pas à leur place. Un morceau de tissu dans une haie, une cicatrice sur le poignet d'un mort, des rideaux qui sentèrent la fumée, mais faiblement, comme si l'odeur avait été artificielle. Ce soir-là, dans son salon bien rangé, Miss Marple étala le morceau brûlé sur sa table et l'examina à la lumière de la lampe. Ses aiguilles à tricoter restèrent inutilisées pour une fois. « Pas Tom » murmura-t-elle doucement. « Non, je n'arrive pas à y croire de la part de Tom, mais quelqu'un, quelque part, voulait que nous le croyions tous. » Ses yeux pétillèrent, et elle replia soigneusement le tissu. Déjà les fils se rassemblaient dans son esprit. Le motif était loin d'être achevé, mais elle eut la patience de le laisser émerger. Chapitre 4. L'arrestation au crépuscule. Le soir se paraît mélancolique, un ciel bas et nacré, les haies retenant leur souffle, et le faible cliquetis d'une charrette à lait au loin, dans le chemin. C'est à cette heure-là, où Marleycombe marquait souvent une pause entre les occupations du jour et les petits rituels de la nuit, que l'inspecteur Graves décida que le moment était venu. 2 agents de police, les bottes fraîchement cirées, franchirent à la grille du presbytère avec une formalité qui écarta les rideaux et attira l'attention des silhouettes. Mademoiselle Brightwell, à la poste, abandonna son thé et se dirigea sur la pointe des pieds vers sa porte. Madame Price s'efforça d'essuyer des pas qui n'en nécessitaient pas, et le colonel à la retraite Arkwright, debout, raide sur son allée de gravier, s'éclaircit la gorge en signe de soutien moral aux autorités, même si celles-ci ne le regardèrent pas. À l'intérieur, le vicaire et son épouse étaient assis ensemble sur le petit canapé du petit salon. Les mains d'Helena étaient si serrées que ses jointures étaient blanches. Le vicaire avait les yeux fixés sur la porte et se leva à l'entrée de l'inspecteur Graves, flanqué de l'agent Prowse et d'un autre jeune homme muni d'un carnet. « Monsieur Carston, » dit Graves, formel mais pas méchant, « je dois voir votre neveu. » Tom Carston entra presque aussitôt, comme s'il avait attendu l'appel. C'était un beau jeune homme, un peu ballotté par la tempête. Ses cheveux ne tenaient pas en place. Sa mâchoire avait cette forme obstinée qui appelle la désapprobation, et ses yeux sombres étaient fatigués, mais brillants. Il regarda l'inspecteur avec un mélange de défi et d'effroi. « Je suppose que c'est ça, » dit-il. « Thomas Carston, » commença l'inspecteur, et sa voix devint rituelle. « Je vous arrête, soupçonné du meurtre de Leonard Pike. » Helena émit un léger son, ni un cri ni un mot, et le vicaire lui prit la main. Miss Marple, admise comme amie et consolatrice, était assise très silencieusement sur une chaise près de la bibliothèque. Elle ne bougea pas, même si son regard se posa sur le visage de Tom avec un intérêt profond et discret. « Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, » poursuivit Graves, « mais tout ce que vous direz pourra être consigné et utilisé comme preuve. » Tom prit une inspiration. « Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait ? Pike est venu au presbytère. Il m'a demandé. On s'est disputé. Oui, il est parti, c'est tout. » Graves hocha lentement la tête. « On vous a vu avec lui jeudi dernier, près du cimetière. De nouveau samedi, près du chemin de Willowbrook. Il a été retrouvé mort dans le salon du presbytère dimanche. Vos empreintes de bottes, nous en avons pris des moulages, correspondent à des marques sur le parterre de fleurs, sous la fenêtre ouverte.
Des témoins ont entendu des voix s'élever depuis le bureau du presbytère vendredi soir. Et, conclut-il, laissant retomber le poids de la peine, nous avons retrouvé dans votre chambre une lettre qui vous était adressée, de la main du défunt. Héléna se tourna vers son neveu, consterné. Tom rougit. Il a écrit, il voulait de l'argent. Je ne te l'ai pas montré parce que j'étais un imbécile. Chantage, murmura la voix de M. Linton depuis le couloir où, malgré toutes les convenances, il s'était approché suffisamment près pour saisir le sens des événements. Il toussa et recula. Les aiguilles de Miss Marple posées sur ses genoux ne claquaient pas. Elle était assise, petite et douce, et on aurait pu croire que son attention s'était égarée. Seulement son regard s'était posé plus particulièrement sur les poignets du manteau de Tom, où une fine couche de poussière pâle, de la craie, s'accrochait au poil. « Inspecteur, dit-elle très doucement, une fois les formalités lues, pardonnez la curiosité d'une vieille femme, mais vous n'avez pas posé de questions sur les rideaux. » Graves se retourna presque malgré lui. « Les rideaux, Miss Marple ?»« Les rideaux du salon, » dit-elle placidement. « Je me demandais si vous aviez envisagé de les enlever pour attirer notre attention sur eux, plutôt que sur la fenêtre elle-même. » Graves haussa les sourcils. « Nous avons examiné tous les détails pertinents. »« Je suis tellement soulagée, » dit Miss Marple avec un sourire aussi discret qu'une tasse de thé. « Tellement soulagée. » Tom fut emmené juste au moment où les lampadaires s'allumaient dans l'allée. Le petit cortège, l'inspecteur, les deux agents, le jeune homme et le suspect, passa sous les ormes du presbytère. Un merle sursauta et disparut au-dessus des ifs. Les portes le long de l'allée étaient entr'ouvertes, comme celles qui ne veulent pas paraître indiscrètes. Tom ne regarda ni à droite ni à gauche. La mâchoire serrée, il fixait le bord net de la route devant lui. Le vicaire monta avec Héléna, et des voix étouffées résonnèrent, l'angoisse apaisée par l'habitude, et l'habitude bouleversée par l'angoisse. Dans le petit salon, Miss Marple se leva et lissa le devant de son cardigan. Elle s'approcha de la bibliothèque et toucha d'un doigt léger la tablette supérieure, comme pour y chercher de la poussière, pourtant impeccable. Puis elle se retourna et sortit, d'un pas léger et précis, comme l'écriture d'un enfant qui apprend à former correctement les lettres. Ce soir-là, Marleycombe vibrait de certitude. Tom avait réussi, bien sûr qu'il l'avait fait. Chantage est un vilain mot, et dans un village, une chose encore plus vile. Monsieur Linton disait que les jeunes gens qui reviennent de l'étranger avec un nuage au-dessus d'eux sont rarement améliorés par les coutumes étrangères. Le colonel annonça au peuple qu'une main ferme était nécessaire, et que si le jeune Tom avait suivi une bonne discipline, eh bien, Madame Price, d'un air de justification personnelle, raconta à mademoiselle Brightwell le récit d'une querelle qu'elle n'avait pas entendue, mais qu'elle pouvait raconter avec une précision minutieuse. Seule Miss Marple, assise près de sa lampe, un petit carré de tissu brûlé posé sur une soucoupe, semblait insensible au baume d'une conclusion bien rangée. Elle considérait le morceau de tissu comme un jardinier considérerait une feuille mystérieuse. La tournant dans tous les sens, les sourcils froncés, les lèvres pincées. Finalement, elle le rangea et prit à la place un petit carnet dans lequel elle notait parfois des choses ménagères. Sur une nouvelle page, elle composait 4 colonnes. Rideaux, odeur, rassis, comme de la vieille fumée. Fenêtre ouverte, lit en dessous dérangé. Brochet, cicatrice de brûlure au poignet. Pas de montre. Lettre à Tom. Argent. Tom. Bottes. Terre de jardin. Poussière de craie sur la manche. Humeur. Peur. Elle se rassit et regarda les petites lignes bien rangées. « Mon Dieu, dit-elle à la lumière de la lampe, c'est si rare qu'elles s'organisent aussi bien. » Le lendemain matin, c'était jour de marché à Mushwood, et Miss Marple avait une petite liste. De la laine d'un certain poids, un nouveau champignon à repriser, et un carton d'épingles qu'elle s'aimait. Elle s'arrangea pour être dans la rue principale en même temps que le docteur Banbury, qui sortait de son cabinet. Le médecin était un homme bienveillant qui écoutait plus qu'il ne parlait, ce qui faisait de lui un meilleur médecin que la plupart, et un pire commère.
Pourtant, lorsque Miss Marple demanda des nouvelles d'Helena Carston, son inquiétude lui délia la langue. « Je ne dors pas, dit-il simplement. Le choc, et puis cette histoire avec le garçon. On pense souvent que le choc est bruyant, Miss Marple, mais le plus souvent, il est silencieux et persistant, comme une humidité qui ne quitte jamais complètement les murs. » Miss Marple hocha la tête. « Et le défunt, Monsieur Pike, avait une cicatrice au poignet. Je crois que vous l'avez mentionné. Brûlure? Vieille. Vieux, dit le médecin surpris. Vous avez l'oreille fine, Miss Marple. Le tissu cicatriciel est plutôt net, comme si la brûlure avait été soignée correctement. Le genre de choses qu'on voit après un petit accident dans un atelier, peut-être. Un atelier, murmura Miss Marple. Du travail du cuir? Du métal? De la chaleur, certainement, dit le docteur Banbury. Ça pourrait être une forge, ou une lampe à braser. Pourquoi? Oh, aucune raison, dit Miss Marple, de la voix qu'elle prenait lorsqu'elle avait toutes les raisons du monde sans avoir l'intention de les donner. Sauf que M. Pike ne portait pas de montre, paraît-il. Et les hommes qui ne portent pas de montre le font parfois parce que le bracelet irrite la peau. Tout à fait, dit le médecin, ravi d'une explication médicale claire et nette. Il inclina son chapeau et poursuivit son chemin. Miss Marple acheta sa laine, qui n'était pas du bon lot de teinture, et qui lui ferait très bien l'affaire si elle l'alternait un rang sur deux. Puis elle retourna à Marlécombe par le sentier qui traversait l'ancienne route de la carrière. Le portail avait été réparé le mois dernier par le jeune Jim Ardacre, qui maniait un marteau et souriait avec une efficacité admirable. Un côté de la charnière présentait une trace blanchâtre. Miss Marple tendit un doigt hésitant et la toucha. De la craie, oui, ou de la chaux. Elle pensa à la manche du manteau de Tom. Elle regarda le bord et trouva, avec une patience digne d'un botaniste, deux petites boulettes rondes, blanches comme des miettes, du plâtre écrasé peut-être, provenant d'un mur récemment réparé. Elle les glissa dans le coin de son mouchoir, le noua et le rangea. Au déjeuner, elle prit un œuf à la coque et du pain beurré, et dit à ses géraniums qu'ils se portaient très bien. Après cela, elle alla rendre visite à maître Godfrey Linton, l'avocat à la retraite, qui avait l'air mince et prudent d'un homme qui classe non seulement ses papiers, mais aussi ses pensées. « Miss Marple !» s'exclama-t-il ravi. « Quel plaisir! À quoi dois-je… » « Oh, par pure curiosité, j'en ai bien peur, » dit-elle en s'installant dans un fauteuil conçu pour être inconfortable afin d'écourter les visites. « Vous avez dit l'autre soir que vous connaissiez un certain Leonard Pike depuis longtemps. » Monsieur Linton pencha la tête. « Je le connaissais. Une affaire mineure. J'étais alors stagiaire à Muchwood. Un type du même nom, si c'est le même, s'est embrouillé à propos d'un testament. Pas le sien, bien sûr. Il a été témoin d'une signature, disons, plutôt mal placée. Aucune accusation, finalement. Pas assez pour tenir. Mais des questions ont été posées. « Des questions ?» répéta Miss Marple d'un ton doux. S'il avait été persuadé de témoigner sans avoir lu, s'il avait eu des relations avec une certaine dame, pas de nom, mademoiselle Marple, j'ai prêté serment il y a plus de 10 ans, et l'habitude est un geôlier sévère. Il a quitté le district peu après, un homme qui évitait les ennuis plutôt que de les affronter, si l'on peut dire. « On peut, » dit Miss Marple. « Et avait-il un métier ? » « Un métier de bricoleur, plus ou moins. Des petits boulots, des réparations de bouilloires et de lampes, ce genre de choses. » « Ah !» Les yeux de Miss Marple étaient d'innocents reflets bleus. « De la chaleur, alors. » « En effet, » dit M. Linton perplexe. En fin d'après-midi, le village avait un nouveau morceau à se mettre sous la dent. L'agent Prowse, rouge d'importance, avait confié chez le boucher qu'une somme d'argent, des billets de banque neufs, avait été trouvée dans le coffre de Tom Carston. « Pris pour paiement, » déclara-t-il, « aussi évident que le nez sur votre visage. » Miss Marple l'entendit de la bouche de Madame Price, brodée de rubans. « Une fortune, Miss Marple. 50 livres, même un penny. » Pressée de questions, Madame Price admit ne pas l'avoir compté, mais on pouvait le constater d'un seul coup d'œil.
Quel réconfort de vivre votre expérience, ma chère, dit Miss Marple, avant de poursuivre sa promenade vers le cimetière, où elle resta quelques minutes à contempler le mur nord. Sur un rebord de pierre, sous la fenêtre de la sacristie, se trouvait une trace qui aurait pu être de la suie. Elle était très légère. Un doigt posé dessus enlèverait à peine un léger voile gris. Elle pensa à des rideaux qui sentirent la fumée, mais à peine, à une brûlure à l'ourlet, à un homme avec un habit de lampe. Elle baissa les yeux vers l'herbe en contrebas et, là, comme elle regardait toujours là où les autres se tenaient, elle remarqua une petite empreinte rectangulaire près du chemin, comme si une sorte de mallette avait été posée et reprise. Le lendemain, Miss Marple alla voir l'inspecteur Graves au commissariat, un bâtiment simple et propre, où flottait une légère odeur de laine humide et de copeaux de crayon. Il la reçut avec la politesse distante qu'il réservait aux personnes âgées respectables. Il avait peut-être trouvé son intervention agaçante à un moment, mais il avait aussi découvert, malgré lui, qu'elle avait parfois raison. « Vous serez soulagée d'apprendre, mademoiselle Marple, que l'affaire suit son cours, » dit-il. « Moyens, mobile, opportunité. » Le jeune Tom avait les trois. « Cela signifie ?» demanda-t-elle. Un lourd chandelier en laiton provenant du presbytère a été retrouvé dans le bosquet, avec des traces. « Oui, » intervint doucement Miss Marple, et heureusement que le buisson ait offert un témoignage aussi utile. Le mobile, c'est la lettre. L'opportunité, c'est, je suppose, sa liberté de la maison. Elle sourit. « Cher inspecteur, parfois trop de commodités sont un inconvénient. » Graves serra les lèvres. « Nous avons aussi les empreintes de... » Pas sous la fenêtre du salon. « Bien sûr, » dit Miss Marple, « de la plate-bande que M. Pegg a retournée vendredi. Une terre si obligeante, fraîche et moelleuse, prête à trahir tout visiteur, mais peut-être tout aussi désireuse d'en recevoir une empreinte après coup. » L'inspecteur la regarda. « Vous soupçonnez une mise en scène. »« Oh là là, je ne me doute de rien, » dit Miss Marple. « Je ne suis qu'une vieille femme qui se souvient que lorsque son neveu Dennis voulait des tartelettes à la confiture tellement, il laissait toujours le couvercle du pot de confiture Justin peu tordu, pour faire croire que quelqu'un de maladroit l'avait remis. » Son sourire se fit vaguement désolé. « Les innocents arrangent mal les choses, inspecteur. Les coupables, très bien, parfois un peu aussi bien. » Graves a demandé, avec une patience acquise à un certain prix, « Avez-vous une alternative ?»« Pas encore, » dit Miss Marple. « Juste quelques observations mineures. La cicatrice de brûlure de M. Pike, son absence de montre, une légère trace de suie sur le rebord de la sacristie de l'église, de la poussière blanche sur la porte de la carrière, et un rideau roussi, non pas là où une flamme lécherait naturellement, mais là où une main aurait appuyé sur un objet chaud pour laisser une marque. Pourquoi ? Je ne sais pas encore pourquoi, mais quand une femme a eu des domestiques pendant 40 ans, elle apprend à distinguer la vraie poussière de la poussière factice. Le regard de Graves s'adoucit un instant. « Tu aimes bien ce garçon ?»« J'aime les faits, » dit Miss Marple d'un ton pincé, « même si j'ose dire que j'apprécie à cet homme. Il est un peu bête, ce qui est un défaut assez courant chez les jeunes, et parfois guérissable. » Sur le chemin du retour, elle rencontra Helena Carstone dans le chemin, enveloppée dans un châle malgré la douceur du jour. Le visage d'Helena avait l'expression tendre et meurtrie de quelqu'un qui pleure en silence depuis des heures. « Jane, » dit-elle en prenant la main de Miss Marple, « dis-moi, penses-tu ?»« Je pense, » dit doucement Miss Marple, « que Tom a été très stupide et peut-être très malchanceux, et je pense que si quelque chose a été mis en scène, c'était pour que nous le voyions. Ce qui signifie, ma chère, que la personne qui l'a mise en scène comprend très bien que nous aimons nos histoires, simples et satisfaisantes. Nous devons être maladroits et insatisfaits. » Helena émit un petit rire impuissant, presque un sanglot. « J'en ai tellement marre d'être courageuse. »« Oui, » répondit Miss Marple, « on l'est généralement, après le premier jour. » Ce soir-là, dans son salon, Miss Marple sortit son carnet et ajouta une 5e ligne. « Histoire arrangée. Pour qui? Par qui? Avec quel outil chauffé? » Lampe à braser. Elle souligna les 2 derniers mots, posa son crayon et joignit les mains. L'heure n'était pas encore à la confrontation,
ni même à l'esquisse d'une confrontation. Les schémas se révèlent à ceux qui supportent l'attente. Elle avait appris cela de ces roses, dont la floraison ne peut être ordonnée. Des jeunes filles qui ne se confient que lorsqu'elles sont prêtes, et du cortège ininterrompu des jours qui, pris un à un, ne ressemblent à rien mais qui, en un mois, forment une saison. Dehors, Marlécombe s'installa pour dormir. Seul au presbytère, une lampe brûlait, un carré d'or tendre sur la pelouse. Quelque part, un renard aboya, aigu et ironique, et au commissariat, un jeune homme furieux et désemparé était allongé sur un lit de candure, les yeux rivés sur l'obscurité. Miss Marple souffla sa lampe, mais elle ne dormait pas encore. Allongée dans le silence, elle pensait à la suie et au roussissement, à la craie sur une manche, à une valise posée sur la pierre d'un cimetière. Elle pensait aussi à Leonard Pike, un homme qui avait appris à se servir de la chaleur et qui, maintenant, gisait au-delà de toute chaleur. Un homme qui avait vu un testament signé à une heure insolite. Un homme qui savait où ranger les choses pour qu'elles soient remarquées. « Mon Dieu, dit-elle dans l'obscurité, il va falloir être très précis, je vois. » Et là-dessus, telle une ménagère économe mettant de côté le travail du lendemain, elle ferma les yeux. Le motif, sentait-elle, se révélerait d'eux-mêmes, si seulement on observait les recoins. Chapitre 5. Les choses gardées silencieuses. Le matin se leva sur Marlécombe, avec cette douce lumière nacrée qui flatte même les haies les plus minables. Le village, qui se contentait jusqu'alors d'être un tableau sur une boîte à biscuits, avait découvert en lui-même des recoins et des placards, où ranger des choses plus laides. Les gens se déplaçaient comme d'habitude, le lait servi, les marches lavées, les stores levés, mais il y avait une différence, et elle s'entendait dans l'intervalle entre le salut et la réponse, une courte pause, l'écoute de ce qui pourrait suivre. Miss Marple, qui avait un excellent sens du rangement de la vérité, commença par faire les courses. Dans un village, les courses sont comme un filet. On les lance et on tire très doucement sur le cordon. Chez l'épicier, elle acheta du thé. L'Indien, s'il vous plaît, pas le fort, et fut obligée d'écouter les dernières nouvelles de Madame Price. Le colonel, Miss Marple. Querelle, absolument. Dispute, avec ce Pike dans la ruelle la semaine dernière. Monsieur Pegg me l'a dit lui-même. Et le colonel n'est pas homme à se disputer avec les commerçants. Oh, je sais que Pike n'était pas vraiment commerçant, mais quand même... Chère Madame Price, observa Miss Marple avec douceur, les hommes qui ne se disputent pas en gardent souvent une réserve, comme de la confiture, et un jour le couvercle se détache. Elle accepta son paquet et y ajouta un petit sachet de sucre. Et M. Pegg a-t-il dit de quoi il s'agissait? Madame Price rougit de joie. Une facture, Miss Marple. Une facture, s'il vous plaît, pour réparer un appareil dans la serre du colonel. Le radiateur, je crois, datant de la grande vague de froid. Pike a promis et n'a jamais tenu, ou a promis et n'a jamais tenu ses promesses. On ne peut pas être honnête avec de tels hommes. Quoi qu'il en soit, le colonel l'a traité de parasite. Monsieur Pegg l'a dit. Et Pike a dit quelque chose comme « Les vieilles guerres ne sont pas terminées ». Très étrange. Miss Marple inclina la tête. Les choses étranges sont comme les chardons. Elles poussent partout si on ne les cueille pas tôt. Et Madame Arkwright, demanda-t-elle d'un ton aussi insouciant que si elle s'enquérait des hortensias. Madame Price pinça les lèvres. Mal. Elle a sa compagne, Madame Vale, pour s'occuper d'elle. Elles restent entre elles. Je n'aimerais pas être enfermée dans cette grande maison avec seulement Madame Vale pour compagnie. Miss Marple reconnut que certaines maisons incitaient à trop réfléchir. Elle partit avec ses colis et se dirigea vers l'église. L'église de Marlécombe n'était pas aussi vieille qu'elle le prétendait, mais elle avait l'air usée par le temps, comme un enfant intelligent grimaçant. La porte de la sacristie, fraîchement repeinte d'un vert terne, avait été refaite le mois dernier, et la charnière présentait encore une trace d'un blanc crayeux. Miss Marple la considéra comme un botaniste considérerait une feuille inconnue. Elle remarqua aussi une tache sombre sous le rebord de la fenêtre de la sacristie, rien de plus qu'une fine couche de suie. Ce n'était pas le genre de choses qu'on verrait en regardant.
Dancy, il fallait se mettre un peu à l'écart, dans la posture de quelqu'un qui vient de poser quelque chose. Elle trouva le vicaire dans la nef, rangeant des livres de cantiques avec une patience méticuleuse, fruit de la conviction plutôt que de l'habitude. Son visage était plus amaigri que dimanche. Des rides s'étaient recreusées entre ses yeux. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix soulagée, c'est gentil de votre part. On arrive toujours là où l'on espère le bon ordre, dit-elle en regardant vers le chœur où les lits s'étaient déposés avec plus d'enthousiasme que de goût. Après un court silence, elle ajouta « Il y a une sorte de suie sur le rebord de la sacristie, monsieur Carston. Une lampe à braser pourrait laisser une telle trace. Les réparateurs de bouilloire s'en servaient autrefois, je crois. » Il la regarda avec un sursaut presque coupable, et elle eut l'impression d'un homme resté trop longtemps immobile et ne sachant plus comment vaciller. « Mademoiselle Marple, dit-il prudemment, je suis lié par des considérations, mais vous êtes une amie. » Elle ne l'aidait pas par des encouragements. Il ne faut jamais précipiter une confession, même petite. Il s'agit de l'héritage, dit-il enfin. Feu Madame Penrith, que Dieu la garde, a laissé un legs à nos œuvres de charité paroissiale, à administrer avec l'avis des administrateurs. Une somme modeste, mais significative. Il y avait une question, rien qu'une question, concernant un codicille signé la veille de sa mort. Le legs initial était destiné au fonds diocésain. Le codicille en destinait une partie à notre propre bourse des veuves pauvres. Notre administrateur, M. Linton, était inquiet. Il nous a conseillé de demander des éclaircissements, mais les documents étaient en désordre. Il a été question qu'un témoin ne soit pas immédiatement disponible. Tout a finalement été conclu, en toute légalité. Tout à fait correctement, répéta Miss Marple, comme s'il s'agissait d'une nouvelle variété curieuse de géranium. Nos comptes résisteront à tout examen, mademoiselle Marple, dit-il avec une ardeur soudaine. Mais Madame Carston, ma femme, se vante si délicatement de la douceur de vivre de notre paroisse. Lorsqu'une rumeur, rien de plus qu'une rumeur, a commencé à circuler selon laquelle le codicille avait été maladroitement envoyé, elle a craint qu'un scandale ne nuise à nos œuvres caritatives. Elle a utilisé ses maigres ressources pour s'assurer que certaines factures soient réglées à temps jusqu'à l'arrivée du legs. Elle a mis en gage une broche. Oh, elle m'en voudra de l'avoir dit, et m'a supplié de ne rien dire. Je l'ai promis. « Et Léonard Pike ?» demanda Miss Marple. Le vicaire déglutit. « Il est venu me voir il y a 6 jours. Il m'a dit, très poliment, qu'il avait été témoin du codicille il y a longtemps, qu'il avait quitté le district depuis, que son nom était maintenant mentionné par des personnes malveillantes, et qu'il serait reconnaissant si la paroisse, par mon intermédiaire, pouvait lui accorder une petite contrepartie pendant qu'il se taisait. « Un homme tranquille est un homme cher, » observa Miss Marple. « Et lui avez-vous donné de l'argent ?»« Je ne l'ai pas fait, » répondit le vicaire avec le courage d'un homme qui n'y est pas habitué. « Je lui ai dit que de telles affaires ne pouvaient être réglées que par l'intermédiaire d'avocats et du diocèse, et que notre métier n'était pas d'acheter le silence. » Il sourit et dit que d'autres pourraient être moins intègres. Il demanda Madame Carston, et je lui permis bêtement de lui parler en ma présence. Il lui rappela la broche. « Ah !» dit doucement Miss Marple. Helena était bouleversée. Elle a dit qu'elle ne se laisserait pas intimider. Il s'est incliné, très poliment, et s'est retiré. Je croyais que l'affaire était close. « Les choses se terminent rarement simplement parce qu'un homme s'incline, » observa Miss Marple. Elle leva les yeux vers les nénuphars, qui commençaient à sentir très légèrement l'eau croupie. « Merci, monsieur Carston. Me permettez-vous de parler à monsieur Linton ?» Le vicaire consentit avec l'empressement d'un homme qui désire, l'espace de quelques minutes, remettre un lourd paquet à qui veut bien le prendre. Miss Marple sortit par la porte de la sacristie. À l'échalier, elle rencontra l'infirmière Elspeth Gray, l'assistante du docteur Banbury, qui s'avança d'un pas vif, avec cet air propre aux femmes compétentes qui portent les clés. « Mademoiselle Marple, » dit l'infirmière Gray d'un ton enjoué, puis, voyant son visage,
Elle adoucit son ton. « Cela nous pèse à tous, n'est-ce pas ?» « L'inquiétude, » dit Miss Marple. « C'est comme un petit enfant aux mains collantes. Elle touche à tout. » L'infirmière Gray rit, puis s'arrêta rougissant. « Je devrais en parler à quelqu'un. Enfin, ce n'est pas strictement professionnel, mais ce n'est pas une question de patient. J'ai vu Pike, pas dimanche, vendredi soir, près de l'église. Il avait... Oh, on connaît son regard. Il avait l'air d'un homme qui attend là où il ne devrait pas. Il avait une petite lampe et une sacoche. Je lui ai dit « Vous allez mettre le feu à l'église avec ça. » Et il a répondu d'un ton très aimable « Je fais attention, mademoiselle. J'ai déjà évité pire. » Il m'est venu à l'esprit qu'il travaillait peut-être pour M. Pegg, mais quand je l'ai mentionné à M. Pegg, il a ricané et a dit qu'il ne laisserait pas Pike à moins de 10 mètres d'une charnière. « Et le cartable ?» demanda Miss Marple. « Rectangulaire, » dit promptement l'infirmière Gray, « avec une bandoulière matelassée. Il l'a porté en travers, comme un poteau, et quand il l'a posé, j'ai entendu un léger cliquetis, comme si le métal à l'intérieur touchait du métal. » Miss Marple la remercia et admira, à juste titre, la réparation du gant de l'infirmière Gray. Lorsque la jeune femme fut partie, Miss Marple regarda à nouveau le rebord de la sacristie et songea à trinquer. Monsieur Linton, l'avocat à la retraite, l'a reçu dans un salon soigné, dont les chaises étaient conçues pour décourager le confort, comme nous l'avions déjà observé. Son visage s'illumina d'un air presque enfantin à sa vue. Les hommes qui ont toujours respecté les règles éprouvent un attachement superstitieux pour les autres personnes bien rangées. « J'espérais que tu viendrais, » dit-il sans aucune préface. « Comme c'est bien sage de votre part, » dit Miss Marple. « Nous, les vieux, sommes si souvent utiles là où nous ne devrions pas l'être, et totalement inutiles là où nous devrions. » Monsieur Linton sourit malgré lui. « Mademoiselle Marple, le codicille, vous avez entendu ? » « J'ai entendu dire qu'il y avait une question, » répondit-elle, « et que le nom de M. Pike se répandait autour d'elle, comme la fumée qui s'échappe des rideaux. » M. Linton croisa ses longs doigts. « Le codicille de Madame Penrith était, signé comme il se doit, » dit-il prudemment, « avec 2 témoins, Léonard Pike, qui se disait alors ferblantier, et une certaine Madame Lydia Vale, alors gouvernante de Madame Penrith. L'heure était inopportune, tardive, et moi, simple junior, j'étais mal à l'aise. Mais la loi exige que les témoins signent, pas qu'ils admirent, et la chose était donc maintenue. « Madame Lydia Vale, » dit mademoiselle Marple, « maintenant compagne de Madame Arkwright. » Monsieur Linton cligna des yeux. « En effet, je n'avais pas compris. Oui, oui, veuve, entrée au service de Madame Arkwright il y a 3 ans. Très convenable, efficace, je crois. On entend peu parler d'elle, ce qui est généralement une recommandation, et parfois non. » Les yeux bleus de Miss Marple étaient doux comme du lait. Et cette nuit tardive, était-ce parce que Madame Penrith avait finalement changé d'avis ? Parce que, dit M. Linton en jetant un coup d'œil vers la porte comme un homme à la fois seul et traqué par l'habitude, parce que Madame Penrith souhaitait une discrétion très limitée. Le legs diocésain est resté. La bourse locale a été augmentée en reconnaissance, dit-elle, des bienfaits reçus de la femme du vicaire lorsqu'elle avait la grippe. Il est rare qu'une femme du vicaire reçoive une telle reconnaissance. Son sourire était mince. On a raconté par la suite que Madame Val avait influencé sa maîtresse. Je n'en ai trouvé aucune preuve. Mais les paroles, mademoiselle Marple, sont vivantes. Elles se multiplient. Miss Marple hocha la tête. Et voilà que M. Pike revient, une lampe et une sacoche à la main, et l'odeur de vieille fumée se répand dans les rideaux neufs. C'est vraiment gênant de sa part. « Très bien, » a dit M. Linton, « surtout pour ceux qui préfèrent une surface sans bulle. » De chez M. Linton, elle suivit le long chemin qui longeait Arkwright House. C'était une demeure de ce genre qui ne paraît admirable que de loin, comme certains le font. Sur la pelouse du bas, elle aperçut le colonel Arkwright qui donnait des instructions à un jardinier en lui pointant du doigt avec un bâton, une activité dans laquelle il excellait. Madame Arkwright ne parut pas. Son compagnon, lui, apparut. Madame Vale sortit par la porte latérale.
vêtue d'une robe grise d'une convenance si stricte qu'on se sentait presque gêné de respirer. Elle avait cet air soigné et économe de mouvements propres aux gouvernantes de haut rang, et son visage, dépourvu de toute émotion, semblait taillé dans du bois clair. « Bonjour, Madame Vale, » dit mademoiselle Marple en s'arrêtant devant le portail en fer. « Vos bordures sont superbes cette année. »« Merci, Miss Marple. » La voix de Madame Vale était douce, les mains jointes. « Nous avons eu du beau temps. »« Le beau temps met de bonne humeur, » observa Miss Marple, « sauf quand ce n'est pas le cas. » Une lueur presque trop faible pour être perçue traversa les lèvres de Madame Vale. « Le colonel Arkwright, » dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, « a le tempérament d'un soldat. C'est direct. Les lignes droites, » dit Miss Marple, « ont leur utilité. Pardonnez à une vieille dame, j'aime poser une question quand ça ne me regarde pas. Ça m'évite de la poser quand ça me regarde. Connaissiez-vous un certain monsieur Leonard Pike autrefois ?» Madame Vale ne sourcilla pas. « J'ai signé un papier en sa présence. C'est tout. »« Un journal à une heure inopportune, » suggéra doucement Miss Marple, « quand les gens sont fatigués et souhaitent qu'on aille vite. »« Vous êtes très précis, » dit Madame Vale. « Leonard Pike était un homme qui venait là où on avait besoin de lui. Il faisait de petits boulots. Il était payé. Je ne sais pas pourquoi il est revenu. Peut-être souhaitait-il qu'on ait à nouveau besoin de lui. Les gens qui ont été utiles le font souvent, » dit Miss Marple, et elle attendit. Le silence est un outil aussi tranchant qu'un autre. Enfin, Madame Vale ajouta avec une légère sécheresse. Si le colonel s'est disputé avec lui, c'était pour une question d'argent, comme c'est souvent le cas. Le colonel Arkwright ne doit rien à personne. Il ne... comme devoir. C'est très différent. C'est vrai, dit Miss Marple, car c'était vrai. Elle continua son chemin et, au détour de l'allée, elle faillit entrer en collision avec Miss Brightwell de la Poste, qui revenait avec un panier vide et une conscience récemment polie. « Miss Marple, je suis si heureuse de vous avoir rencontrée. Oh là là, j'ai une idée en tête. »« Ma chère, » dit Miss Marple, « les esprits sont faits pour les choses. Ils paraissent bien vides sans elles. » Le soulagement de mademoiselle Brightwell se fit sentir. « Il y avait une lettre, » murmura-t-elle, « la semaine dernière, recommandée à madame Carston, d'un certain L. Pike. Elle est arrivée entre mes mains, et elle n'est pas s'autoriser, je sais, mais je l'ai tenue devant la lampe juste pour voir si c'était une facture, vous savez, au cas où madame Carston pourrait être dérangée. Oh, je ne devrais pas. Et j'ai vu... Oh, je l'ai fait passe. Je l'ai lu, mais l'écriture était audacieuse, et au dos de l'enveloppe, il y avait, de la suie. L'équivalent d'un pouce gris. Je l'ai essuyé, je l'avoue. Il faut un courrier recommandé pour avoir l'air respectable. Et puis, le lundi matin, une deuxième enveloppe adressée à M. Linton, de la même main, mais celle-là n'a jamais été retirée. Un garçon est venu, pas de chez M. Linton, et a dit qu'il était envoyé, et je ne l'ai pas donné. Jenna pas. Je l'ai remis en place et j'ai marqué « Retourner à l'expéditeur » lorsque le délai a expiré. « Très bien, » dit Miss Marple. Son ton fit se redresser Miss Brightwell. « Et la suie ?»« La suie, Miss Marple, » dit Miss Brightwell avec dignité, « était une poussière courante lorsqu'on n'entretient pas correctement ses lampes. J'ai un jeune cousin installateur de gaz, et il dit... » Miss Marple n'avait pas besoin du cousin. Elle avait la suie. Elle fit les bruits appropriés et continua son chemin. En fin d'après-midi, Marleycombe avait encore du pain sur la planche. Au pub, quelqu'un ayant connu un membre de l'ancien régiment du colonel déclara que le chauffage de la serre d'Arkwright avait bel et bien été réparé, mal, et qu'un homme qui se prétend artisan et fait un travail médiocre méritait d'être fouetté. Au cabinet médical, une femme confia que l'infirmière Gray avait toujours été trop prompte avec sa lampe, et que si l'église prenait feu, ce serait de sa faute. Au presbytère, madame Carston resta assise, immobile, son tricot sur les genoux, sans bouger d'une maille pendant 1 heure. Miss Marple, après un thé solitaire,
une tartine beurrée et une toute petite part de gâteau aux graines, sortit son petit carnet. Elle écrivit de son écriture soignée « Vieille matière, codicile de Madame Penrith, témoin Pike et Madame Val, heure inopportune, chuchotement, influence, argent. » Helena a mis en gage une broche. Pike s'approche pour l'examiner. Le vicaire refuse. Helena a peur. Colonel. Querelle à propos du compte de chauffage. Fierté de devoir. Serre. À nouveau chauffé. Poste. Enregistré à Helena. Tache de suie. Second à Linton non livré. Garçon faux. Infirmière Gray. J'ai vu Pike vendredi soir à la sacristie avec une lampe et une sacoche. Tintement métallique. Suie. Craie. Corniche de sacristie et porte de carrière. Manche de tome. Craie chaud. La mise en scène persiste. Madame Vale, calme. Connaît Pike. Un homme venu là où on avait besoin de lui. Qui avait besoin de lui maintenant? Elle souligna la dernière ligne et resta assise un moment, regardant l'encre sécher. Puis elle remit son chapeau et se rendit, comme par fantaisie, sur la pelouse où les enfants jouaient encore à un jeu exigeant beaucoup de calcul et peu de fair-play. Plus loin, à l'orée de la pelouse, se dressait la petite maison où Jim Hardacre vivait avec sa mère. Jim, avec la joyeuse compétence de ses 19 ans, avait réparé la moitié des portes du village ce printemps et courtisé la moitié des filles sans malice. « Bonjour, Miss Marple. » Il toucha sa casquette en souriant. « James, dit-elle en lui souriant, tu es exactement la personne que je souhaitais voir. As-tu réparé la charnière de la sacristie le mois dernier? » Oui, dit-il fièrement. Très bien en plus. Et tu as laissé du plâtre derrière toi? Demanda-t-elle. Du plâtre? Eh bien, il y avait de vieux bouchons qui s'étaient effondrés, dit-il pensif. Je les ai grattés et j'en ai remis de nouveaux. La poussière de calcaire se répand partout quand on fait ça. J'ai balayé, mais on ne ramasse jamais tout. Pourquoi tu demandes ça? Oh, petite curiosité, dit Miss Marple. Et James, quelqu'un t'a-t-il suivi? Enfin, quelqu'un est-il venu voir? Il fronça les sourcils. Je ne crois pas. Sauf que, maintenant vous dites, il y avait un type à la porte quand je suis parti. Maigre, qui observait genre. Je l'ai d'abord pris pour un vagabond. Il portait une sacoche sur lui, un vrai sac comme celui de la poste. Il m'a dit bonjour, assez poliment. Il sentait un peu comme de la paraffine. Vraiment? Demanda Miss Marple en lui tapotant le bras. Au crépuscule, Miss Marple s'assit de nouveau près de sa lampe. Elle avait l'habitude, lorsque la lumière déclinait, de laisser ses mains vaquer à ses occupations et son esprit travailler, comme un moulin qui moude mieux le soir. Elle pensa à un homme qui retournait là où il avait été utile, à un codicile signé à une heure où les domestiques sont trop fatigués pour protester, à un compagnon qui tenait une maison très propre, à un colonel qui ne voulait rien devoir, à une lettre recommandée qui avait été balayée de suie sur son chemin, et à une seconde qui n'avait jamais atteint son destinataire, à une lampe et à une boîte qui tintinabulaient. Elle pensa aussi à la broche d'Helena Carston, son absence pesante comme une pierre dans une poche, et au jeune Tom, la craie sur la manche, qui n'était pas assez intelligent pour mettre en scène les choses avec autant de précision. Mettre en scène exige de la patience et savoir où les regards se portent. Tom observait les endroits évidents. Quelqu'un d'autre, soupçonnait-elle, connaissait les coins. Lorsqu'elle éteignit enfin la lumière et s'assit dans l'obscurité du jour, elle dit tout bas « Les secrets sont comme des braises. On croit les avoir enfouis, mais ils dégagent une odeur et brillent. » Au poste, l'inspecteur Graves, ordonné et non dénué de compassion, examina ses papiers un par un et les rangea. Moyen, mobile, opportunité, murmura-t-il, comme s'il se chauffait au coin d'un petit feu. À Arkwright House, Madame Vale compta le linge dans le placard à linge et prit une note précise. Le colonel, dans sa serre, donna un petit coup de bâton au radiateur et dit « Maudit petit engin !» sans chauffage.
Au presbytère, Helena Carston resta éveillée et se souvint d'une jeune servante, des années auparavant, dans une autre paroisse, qui avait brûlé l'ourlet des rideaux du salon et pleuré pendant une semaine avant de se confesser. C'était l'odeur, lui avait alors dit Helena. On ne peut pas cacher une odeur. Et dans le salon tranquille de Miss Marple, un petit carnet était ouvert sur une page sur laquelle, en dessous, qui avait besoin de lui maintenant? Une nouvelle ligne était apparue au crayon le plus léger. Chapitre 6. Le deuxième choc. Marlécombe n'était pas un village habitué aux heures tardives. À 10 heures, la plupart des portes étaient verrouillées, les lampes éteintes, et seule une charrette occasionnelle sur la route de Mushwood troublait le calme. Mais le jeudi suivant le thé du presbytère, le village fut réveillé par des clameurs, des cris, une cloche qui tintait bruyamment, et le cri inimitable, au feu, c'était la serre du colonel. À l'arrivée des voisins, la petite structure était en flammes, les flammes jaillissant avec une fureur disproportionnée par rapport à sa taille. Le colonel Arkwright, le visage rouge et toussant, se tenait dehors, un seau à la main, même si ses efforts étaient visiblement vains. Les pompiers de Mushwood arrivèrent à temps et maîtrisèrent l'incendie. Mais la serre n'était plus qu'une ruine noircie, ses vitres brisées, sa charpente métallique tordue comme un squelette. Le colonel jura haut et fort, au grand étonnement de Madame Price, la tête couverte d'un tablier. « Ce satané radiateur !» rugit-il. « J'avais dit à Pike qu'il avait raté son coup. Et maintenant, regardez, regardez le travail du diable. » Mais ce n'est pas la serre qui a fait taire la foule. C'est la découverte faite une fois les flammes éteintes. Derrière les restes calcinés d'un établi, à moitié enfoui sous les décombres, se trouvait une sacoche. Le cuir était noirci, les bracelets brûlés, mais la forme était reconnaissable. À l'intérieur, une fois ouvert par des mains gantées, se trouvaient des fragments de métal, des outils tordus, une petite lampe abrasée, et les restes fondus de ce qui aurait pu être un boîtier de montre. L'inspecteur Graves, appelé en toute hâte, examina les ruines avec une satisfaction sombre. « Eh bien, dit-il, cela confirme le métier de Pike et sa présence ici, et cela renforce encore les liens avec le jeune Carston. Sa dispute avec Pike concernait une dette pour ces mêmes travaux. » Le colonel hocha vigoureusement la tête, même si son regard trahissait plus que de la colère. Il y avait une lueur de malaise, une impression de certitude et de silence. Miss Marple, arrivée discrètement et un peu à l'écart, observa avec sa douceur habituelle. Elle ne se pressa pas. Elle remarqua seulement le cartable noirci, l'étrange disposition de la lampe à l'intérieur, et le fait curieux qu'il semblait avoir été glissé plutôt que jeté. « Les incendies, murmura-t-elle à personne en particulier, nous révèlent si souvent ce qu'on souhaite nous montrer. L'astuce est de remarquer ce qu'ils cachent. » En milieu de matinée, le village avait retrouvé sa sérénité. S'il y avait eu des doutes auparavant, ils s'étaient maintenant dissipés. Léonard Pike était revenu avec ses outils, avait bâclé un travail, s'était disputé avec Tom Carston et avait été abattu pour ses ennuis. L'incendie de la serre n'était rien d'autre que la conséquence méritée du travail d'un homme négligent. Madame Price, triomphante, déclara qu'elle s'était toujours méfiée des ouvriers itinérants. Mademoiselle Brightwell confia que la sacoche prouvait son histoire sans l'ombre d'un doute. Même Madame Bunbury, d'habitude prudente, admit que l'affaire semblait claire. Seule Miss Marple n'était pas convaincue. Plus tard dans la journée, elle rendit visite à Helena Carston. La pauvre dame était assise dans son salon, pâle et agitée, les mains crispées sur ses genoux. « On dit que c'était Tom, » murmura-t-elle. « Tout le monde le dit. Et maintenant cet incendie. Oh, Jane, je ne peux plus le supporter. » Miss Marple tendit la main et la posa doucement sur celle d'Helena. « Ma chère, quand tout le monde acquiesce trop vite, il faut être particulièrement prudent. La vérité ne galope pas souvent. Elle avance péniblement, obstinément, comme un vieil âne. » Helena esquissa un sourire pâle. « Tu donnes toujours l'impression que les choses sont si simples. » « Ce n'est pas simple, »
dit doucement Miss Marple. Mais les gens le sont. Nous sommes des créatures d'habitude. Et les habitudes laissent des traces. Cendres, taches, brûlures sur le tissu. Elle se leva aussitôt, laissant Helena avec la promesse d'un nouveau gâteau de graines. Dehors, le soleil couchant éclairait la serre en ruine, dorant le fer tordu. Pour tout autre, c'était la fin. Pour Miss Marple, c'était un début. Car elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que les rideaux d'Arkwright House, bien que fermés contre l'éblouissement, transportaient faiblement dans la brise la même odeur rance qu'elle avait sentie auparavant au presbytère, l'odeur indubitable de la fumée. Et cela, pensa-t-elle, n'était pas un accident. Chapitre 7. Les secrets sous les visages polis. S'il y avait une chose dans laquelle Marleycombe excellait, c'était l'art de paraître calme, alors que rien de tel n'était vrai. Le lendemain de l'incendie, le village vaquait à ses occupations avec une normalité redoublée. Vitres polies jusqu'à ce qu'elles brillent, perrons frottés 2 fois, et salutations échangées avec une clarté si forcée qu'elle en tremblait. Miss Marple, flânant dans l'allée avec son panier, savait bien qu'une telle industrie n'était qu'un couvre-lit. Soulevez le coin, et vous découvrirez des secrets cachés comme des mythes dans un vieux tiroir. Elle commença, comme souvent, par quelque chose d'apparemment ordinaire. Chez le boucher, tandis qu'elle achetait une modeste côtelette, la compagne de Madame Arkwright, Madame Vale, entra. Vêtue de son gris habituel, l'expression calme, presque sévère, on aurait dit qu'elle avait été taillée dans le même marbre que les dalles froides de la boutique. « Bonjour, Madame Vale, » dit Mademoiselle Marple avec un doux sourire. « C'est affreux, la serre du colonel. Je suppose que vous devez être très perturbée. » Les yeux de Madame Vale vacillèrent. « C'était malheureux, Miss Marple. Le colonel est en mécontent. Tout à fait naturel. Les hommes ressentent profondément ces choses, même s'ils ne le montrent que rarement, sauf par leur humeur. »« En effet, » dit Madame Vale d'un ton neutre. Pourtant, Mademoiselle Marple remarqua que sa main se serrait sur sa liste de courses, le papier se froissant sur le bord. Ce n'était rien de plus qu'un petit signe, mais les petits signes avaient souvent conduit Miss Marple plus loin que des déclarations. Plus tard, dans l'après-midi, elle rendit visite à Madame Banbury sous prétexte d'apporter une nouvelle bouture de rosier. La femme du docteur, avide de distraction, la fit entrer aussitôt. « Ma chère, vous aurez du mal à le croire. Ce Pike, oh, quel homme il devait être. Le docteur Banbury se souvient l'avoir soigné une fois, il y a des années, après une bagarre. Une sale histoire, dit-il, une dispute à propos d'une femme, même si, bien sûr, on ne répète pas ce genre de choses. On ne le sait pas, acquiesça doucement Miss Marple, mais les femmes sont si souvent à l'origine de querelles. Cette dame était-elle connue à Marleycombe? Madame Banbury hésita, puis se pencha. On murmurait que c'était Lydia Vale. Elle était gouvernante chez Madame Penrith à l'époque, avant de devenir la dame de compagnie de Madame Arkwright. On disait, rien que des paroles, que Pike l'admirait excessivement. Et elle, eh bien, on ne pouvait pas dire qu'elle l'encourageait, mais on ne pouvait pas dire non plus qu'elle le décourageait. Vous savez comment ça se passe. Oui, tout à fait, dit Miss Marple, et ses aiguilles claquèrent doucement. L'admiration peut être très pénible, surtout lorsqu'elle persiste après avoir été bien accueillie. Ce soir-là, au pub, le colonel Arkwright tenait sa cour, sa voix suffisamment forte pour que l'on puisse entendre dans la rue. Ce vaurien de Pike a essayé de m'arnaquer. Voilà ce qu'il a fait. Il a promis une réparation, a raté le coup et a exigé plus d'argent. Je lui ai dit franchement, pas un sou. Et après, meurtre, puis feu. Je le répète, messieurs, vaurien. Il frappa le sol de sa canne pour insister, mais sa main trembla légèrement, et Miss Marple, sirotant sa bière de gingembre dans un coin, remarqua le tressaillement. La colère était naturelle, mais c'était plus que ça. L'ombre de la peur vacillait juste derrière. Et puis vint le murmure le plus étrange de tous, transmis à Miss Marple par Miss Brightwell, qui ne put jamais résister à répéter ce qu'elle avait entendu en premier. « On dit que Madame Carston a rencontré Pike en secret, » confia-t-elle essoufflée, « près du cimetière, au crépuscule. Madame Vale les a vus, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Imaginez, notre Helena, rencontrer un homme pareil,
De quoi pouvait-il bien parler? Miss Marple sourit faiblement. Peut-être des rideaux, ma chère. Les rideaux cachent souvent plus que des fenêtres. Miss Brightwell cligna des yeux, incompréhensible, mais le regard de la vieille dame s'était affiné, car à cet instant, Miss Marple comprit que le village n'était pas seulement assis sur un scandale, il était assis sur un enchevêtrement de vieux désirs, de rivalités et de dettes. Et quelque part dans cet enchevêtrement se trouvait le fil du meurtre. Cette nuit-là, dans son salon tranquille, Miss Marple ouvrit son carnet et ajouta 3 nouvelles lignes. Madame Vell. L'admiration de longue date de Pike, toujours un lien. Colonel. Querelle de cerf. La peur sous les fanfaronnades. Hélène. On dit qu'il rencontre Pike au crépuscule. Pourquoi? Elle tapota la page avec son crayon. La vérité, murmura-t-elle, est comme la fumée. Elle passe à travers les rideaux, mais laisse une odeur. Et à Marlécombe, cette odeur était partout. Chapitre 8. Cachet de la poste après le décès. Le matin se leva dans une lumière blanche et laiteuse, et l'agitation feutrée d'un vendredi à Marlécombe. Paniers au marché, draps jetés comme des drapeaux abandonnés sur les haies, le lent cortège des tâches ordinaires qui, dans un village, est la véritable mesure du temps. Miss Marple, levait tôt, contempla son petit jardin et décida qu'un de ses géraniums n'était pas tout à fait honnête sur sa santé. Elle l'arrosa quand même. La courtoisie, comme l'eau, conduit parfois à un meilleur comportement. Elle avait prévu une matinée tranquille pour ses raccommodages. Au lieu de cela, à 8h10, Mademoiselle Brightwell du bureau de poste apparut à son portail, dans un état d'excitation intense camouflé sous le sceau de la bienséance. « Miss Marple. Oh, Miss Marple. Puis-je, juste un instant, il y a un... Eh bien, je pense que c'est important. » Miss Marple, qui n'aimait pas voir les nerfs encouragés, fit immédiatement venir sa visiteuse à l'intérieur et l'assit avec une tasse et un biscuit si petits qu'aucun drame ne pouvait s'y poser. « Voilà, dit-elle. Maintenant raconte-moi ce qui s'est passé de très ordinaire. » Miss Brightwell souffla. « Une lettre recommandée, Miss Marple, adressée à M. Godfrey Linton, de la même main que celle de l'autre jour, celle de L. Pike qui avait une tache. Celle-ci, oh Miss Marple, a un cachet de la poste, du centre de tri de Muchwood, daté d'hier, jeudi. » Le tricot de Miss Marple, sorti comme un instrument rassurant, s'arrêta, une aiguille en l'air. « Jeudi, répéta-t-elle doucement. Et M. Léonard Pike, comme on nous l'a dit avec insistance, est mort depuis dimanche. »« Oui, murmura mademoiselle Brightwell. C'est là toute la difficulté. »« Les difficultés, observa Miss Marple, sont très bénéfiques pour la circulation. Que comptez-vous faire ? » « Je ne l'ai pas encore livré, avoua mademoiselle Brightwell avec un élan de culpabilité. Je suis venue directement vous voir. Je sais que ce n'est pas la procédure, mais je me suis dit... Enfin, je me suis dit que vous devriez voir. Si j'envoie un message à M. Linton, les langues vont se mêler. Si je fais venir l'inspecteur Graves, elles vont se mêler encore plus. Les langues, dit Miss Marple, remuons mieux quand on les poursuit. Nous ne les poursuivrons pas. Nous les inviterons à prendre le thé quand nous serons prêts. » Elle regarda l'enveloppe marron impeccable que mademoiselle Brightwell avait sortie de son réticule. L'écriture était franche et carrée, les traits assurés, la même, croyait-elle, qui s'était adressée à Helena Carstone plus tôt dans la semaine. Au coin, il y avait en effet une légère trace grise, comme si un pouce, pas tout à fait exempt de suie, en avait stabilisé le bord. Le cachet postal, Muchwood, la date aussi simple que la vertu, était posée sur le timbre comme l'autorité d'un juge. Mademoiselle Marple ne l'ouvrit pas, bien sûr. Il y a des règles, même en cas d'urgence, et la transgression des petites règles entraîne la transgression des grandes. « Nous ferons les choses comme il se doit, » dit-elle. « Vous téléphonerez à l'inspecteur Graves. Vous appellerez également M. Linton et lui direz qu'il y a une affaire concernant son cabinet qui bénéficierait de sa présence au bureau de poste. Rien de plus.
Demandez-leur de venir à 11 heures. Et ma chère, déposez l'enveloppe à un endroit visible sans la toucher. On se comporte plus honnêtement lorsqu'on se sent surveillé par du papier. » Miss Brightwell, apaisée par ces instructions, s'éclaira aussitôt. « À 11 heures, répéta-t-elle, et elle partit, son réticule serré contre elle, une charge d'état dans un sac ordinaire. Miss Marple termina une couture de raccommodage, car il ne faut jamais s'enfuir de chez soi en laissant une tâche à moitié terminée. Cela perturbe l'esprit, mit son chapeau et descendit au village un peu avant l'heure. Le jour s'était déjà aggravé, un vent léger agitant les haies. En passant devant Arkwright House, elle remarqua Madame Vale debout à une fenêtre à l'étage. Le visage de sa compagne était redevenu pâle, calme jusqu'à la réprimande. Un rideau tomba lorsque Miss Marple leva les yeux. « Les rideaux, » pensa Miss Marple, « ont toujours leur histoire. » Au bureau de poste, mademoiselle Brightwell avait préparé la scène avec une solennité touchante. L'enveloppe recommandée était posée sur le comptoir, sur une feuille de papier buvard propre. À côté se trouvait le registre, ouvert à une ligne attendant une signature. Mademoiselle Brightwell elle-même se tenait debout, les mains jointes, avec l'air d'une magistrate, tante d'un curé. L'inspecteur Graves arriva le premier. La ponctualité sied à un homme impatient, et fit un bref signe de tête à Miss Marple. « Vous m'avez fait venir ?»« Oui, » répondit mademoiselle Brightwell, la nervosité reprenant. « À propos d'une lettre recommandée, adressée à M. Linton, qui semble provenir de M. Leonard Pike, cachée de la poste d'hier. » Les yeux de l'inspecteur se plissèrent. Il s'avança, se pencha sans toucher et lut l'adresse. Son regard se porta sur Miss Marple, résignée à la reconnaître. « Très bien. Nous l'ouvrirons en présence de M. Linton. Si nécessaire, je contresignerai comme témoin. » M. Linton entra sur le coup de 11 heures, le chapeau droit, la moustache posée. Voyant l'enveloppe, il retint son souffle. « De Pike ? Mais sûrement ? » « Oui, » répondit doucement Miss Marple. « Certainement. » Les formalités furent observées. Mademoiselle Brightwell écrivit l'heure. M. Linton signa pour réception. L'inspecteur Graves fit une annotation soignée. Puis, à l'aide d'un coupe-papier en os qui avait appartenu au père de mademoiselle Brightwell et qui avait ouvert plus de lettres d'amour qu'il n'en avouerait jamais, M. Linton fendit le haut. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Une seule feuille pliée de la même écriture audacieuse, un mince paquet de copies carbone attachées ensemble et un petit rectangle rigide de papier de couleur, le bleu du billet de prêteur sur gage qui est inimitable pour ceux qui ont connu des moments difficiles. M. Linton lut la lettre en silence une fois, son visage posé changeant de couleur comme un baromètre fiable change avec le temps. « Inspecteur, » dit-il enfin, et il la lui tendit. Graves lut à haute voix, sa voix délibérément plate. « Monsieur Linton, concernant le codicille de Madame Penrith, vous vous souviendrez des signatures. Vous étiez nerveux à ce moment-là. Je vous ai soulagé en faisant venir un second témoin. Si des questions se posent, je suis prêt à confirmer la validité des signatures après réception d'une contrepartie. Pour preuve de ma bonne foi, voir ci-joint. En cas de problème, les mêmes copies seront envoyées aux personnes concernées. Je maintiens ma lampe en bon état. L. Pike. » L'inspecteur posa la feuille. « Chantage. Impeccable. » dit-il avec une satisfaction sombre. « L'homme a récidivé. »« Lisez ce qui est inclus, » dit Miss Marple du ton doux qu'elle utilisait lorsque les hommes étaient trop évidents. Les copies carbone, une fois dégrafées, se révélèrent être les doubles d'une courte déclaration rédigée d'une écriture laborieuse mais lisible. L'entête mentionnait la maison de Madame Penrith, datée de quelques années auparavant. En dessous, il était mentionné que Leonard Pike et Lydia Vale avaient assisté à la signature du codicille, à la demande de Madame, alors qu'elle était au lit mais en pleine possession de ses moyens, et que M. Linton, fils, était présent afin de classer les documents en temps voulu. C'était, en bref, le genre de note qu'une gouvernante prudente pouvait conserver pour protéger sa position, ou qu'un maître chanteur prudent pouvait conserver pour en tirer profit ultérieurement. « Intelligent, » murmura
Monsieur Linton, malgré lui. Il est, ou était, prudent. L'original, dans le dossier principal, ne contient que les attestations officielles. Ceci est un mémorandum privé. Si Madame Veil l'a rédigé, elle en a conservé une copie. Si Pike l'a fait, il voulait un moyen de pression, termina l'inspecteur Graves un peu trop promptement. Miss Marple, qui détestait les conclusions trop rapides pour les faits, souleva le billet de pion entre ses doigts gantés. Et ça? Elle le retourna pour que les 3 hommes puissent le voir. Le ticket portait l'adresse familière du prêteur sur gage de Muchwood, et l'objet mis en gage était décrit avec une précision glaciale. Une broche, or, perles de rocaille, motifs feuilles et baies. La somme avancée était modeste. La date, 3 semaines auparavant, correspondait, Miss Marple le savait, aux ennuis discrets du vicaire. Le nom donné, H. Carstone. La broche d'Helena avait donc parlé, depuis le tiroir où était glissée la vérité. Mais c'était le verso du billet qui intéressait davantage Miss Marple. Là, d'une écriture carrée et audacieuse, semblable à l'adresse sur l'enveloppe, quelqu'un avait écrit « À retirer mardi. Conservez le reçu. L.P. » Mardi, dit-elle pensivement. Ce serait le mardi suivant le meurtre. L'inspecteur Graves prit une expression ferme et patiente, celle d'un homme résigné aux complications. « Nous allons immédiatement chez le prêteur sur gage, » dit-il. Si Pike a ordonné l'encaissement, quelqu'un d'autre a peut-être présenté le ticket. On verra bien qui. « Puis-je venir » demanda Miss Marple. Ce n'était pas vraiment une requête. L'inspecteur Graves, après une petite lutte intérieure, répondit « Très bien. » Muchwood, un vendredi, sans le bacon et l'encre. Chez le prêteur sur gage, en revanche, l'odeur était inexistante, une absence de parfum qui en disait plus long que n'importe quelle odeur. Le propriétaire, un petit homme moustachu à l'expression morale de renard empaillé, s'inclina devant l'inspecteur et lui présenta, après les renseignements nécessaires, un plateau. « Broche en or, perles de semence », dit-il avec la délectation d'un homme qui aime les catégories. Promis par une dame qui a souhaité rester anonyme. Voile, s'il vous plaît, mais le nom est inscrit. Racheté. Ah, racheté mardi dernier en bonne et due forme par un messager. Quel messager ? Demanda Graves. Un jeune homme, dit le prêteur sur gage, d'un genre courant, un coursier peut-être. Il portait un titre autorisant l'encaissement. Je lui ai demandé s'il représentait la dame. Il a répondu « Je porte pour le monsieur qui détient le papier. » Il a produit ceci. Le prêteur sur gage déplia de son registre une demi-feuille, déchirée en diagonale, sur laquelle étaient inscrits les mots suivants. Libérer l'article par ticket. L. Pike. En dessous, une imitation grossière mais efficace du sceau de bureau de M. Linton avait été imprimée dans de la cire violette. Ce n'était pas un sceau que M. Linton possédait. « Décrivez le jeune homme, » dit Miss Marple, tandis que Graves se contenait avec dignité. Environ 17 ans. Tache de rousseur. Casquette à visière raccommodée. Arrivé à vélo avec une pédale en moins, dit promptement le prêteur sur gage, ravi de se montrer serviable. Poli. Ça sentait légèrement la paraffine, je trouvais. La broche a été rangée dans une petite boîte, une boîte de bijoutier d'occasion, tout à fait convenable. Ça sentait la paraffine, répéta Miss Marple, mais seulement pour elle-même. Pouvez-vous dire qui l'a envoyé ? Insista Graves. Un homme se tenait dehors, près de la station-service, dit le prêteur sur gage.